Bonjour à tous. Nous sommes le 10 novembre 1979. Nous sommes au Vatican, à 2 pas de la chapelle Sixtine. Ce jour-là, Jean-Paul II, le pape récemment élu, est réuni avec l'Académie pontificale des sciences. Ils sont tous là pour un colloque qui commémore le 100e anniversaire de la naissance d'Albert Einstein, sans doute le plus célèbre physicien de l'histoire du XXe siècle, à tout le moins. Le pape Jean-Paul II en profite pour proposer une sorte de réexamen du cas de Galilée. Sans doute cette histoire de Galilée, c'est un des lieux communs les plus courants dans les rapports, disons, soi-disant tendus entre science et foi, ce savant du XVIIe siècle dont on ne sait presque rien, si ce n'est qu'il a fini par être en procès. Ça s'est passé en 1633, exactement. Et Jean-Paul II, donc, en 1979, demande d'exhumer les archives, les documents disponibles pour en savoir plus sur cette histoire de Galilée et ses relations avec l'Église. Tout ça va prendre une bonne dizaine d'années, jusqu'en 1992. Alors revenons un peu en arrière. Nous sommes au tout début du XVIIe siècle. Galilée est un enseignant. Il a travaillé à l'université de Padoue, à l'université de Florence, en Italie. Il a œuvré à la mise au point d'instruments de mesure comme la lunette astronomique qui permet de grossir les images et de voir avec beaucoup plus de détails les corps célestes, quoiqu'il ne l'ait pas inventé. Et Galilée participe au début du XVIIe siècle de ce développement de ce que l'on appellera bientôt la physique, et la physique moderne ou expérimentale. Il regarde la Lune spécialement, il regarde la planète Jupiter dont il découvre des satellites, et puis il fait œuvre de philosophe. Dans des textes, dans des livres, dans des lettres, Galilée va défendre une vision radicalement nouvelle du monde, un monde qui est centré autour du Soleil et autour duquel tourne la Terre. Jusqu'à présent, pendant des millénaires, on était convaincu que la Terre était immobile au centre de l'univers. La question de Galilée, donc, c'est le mouvement de la Terre. Non pas sa forme en particulier, on sait depuis 2000 ans que la Terre est ronde, mais son mouvement. Et Galilée défend, comme une sorte de certitude absolue, que la Terre tourne autour du Soleil. Entendons-nous bien, Galilée ne dispose pas de preuves expérimentales de cette rotation de la Terre autour du Soleil. Il faudra attendre seulement le milieu du XVIIIe siècle. Galilée sera mort depuis bien longtemps pour qu'on dispose de telles confirmations. Mais Galilée a une intuition, une sorte de conviction profonde que la Terre tourne bel et bien autour du Soleil. Et cette idée, il va la défendre contre vents et marées jusqu'à un ouvrage publié en 1632 et qui s'appelle « Le dialogue sur les deux grands systèmes du monde ». C'est ce livre qui va lui valoir, l'année suivante, en 1633 donc, d'être finalement condamné. Alors si l'on entrait dans les détails, on verrait que Galilée a été condamné vraisemblablement aussi pour des motifs mi-philosophiques, mi-théologiques, mais il est certain que pour une part, sa condamnation est liée à sa défense comme une certitude du mouvement de la Terre autour du Soleil. À quoi donc Galilée a-t-il été condamné ? Alors là, les images vont bon train, la mythologie scientifique est incroyable. On imagine un Galilée emprisonné, torturé, pourquoi pas même brûlé vif. Rien de tout ça, à vrai dire. En 1633, donc, quand Galilée est condamné, sa peine est réelle, mais relativement modeste. Il est, comme on dirait aujourd'hui, assigné à résidence. Il est contraint de rester chez lui, dans une somptueuse villa qu'il partage avec son épouse, ses enfants, ses petits-enfants, ses serviteurs. Et il va passer dans cette villa et son jardin les dernières années de sa vie. Galilée est un homme âgé, il a presque 70 ans. Il va continuer ses travaux, il va publier encore, et il sera autorisé à publier encore un dernier ouvrage en 1638. Assigné à résidence, c'est ça, la peine de Galilée. Et les documents qui ont été découverts et qui ont été étudiés par les spécialistes depuis presque 50 ans maintenant vont tous dans le même sens. Galilée n'a été ni torturé, ni emprisonné, encore moins évidemment condamné par l'Inquisition du XVIIe siècle. Et pourtant, l'image commune, c'est celle d'un Galilée martyr de la science. Il est intéressant de remarquer que cette image a été largement déployée au cours du XIXe siècle
par la peinture en particulier. On trouve un grand nombre de gravures et peintures du début du XIXe siècle qui représentent, alors que, comme je viens de le dire, ça ne correspond pas à la réalité, qui représentent notamment un Galilée emprisonné, parfois un Galilée en procès dans une mise en scène grandiose qui vraisemblablement ne correspond à rien de ce qui s'est passé. Et ces images vont contribuer à développer une sorte de fake news de l'histoire des sciences, pourrait-on dire, évidemment au détriment de l'Église, vue alors comme une institution obscurantiste ennemie des sciences. Et c'est ainsi qu'en 1992, fort de toutes ces découvertes, de toutes ces recherches historiques, à nouveau devant l'Académie pontificale des sciences, Jean-Paul II, encore lui, reprend la parole pour un discours extraordinaire dans lequel il fait une sorte d'éloge de Galilée et de sa clairvoyance, puisque Galilée avait même osé écrire à son époque sur la manière de lire intelligemment la Bible. Et Jean-Paul II lui reconnaît une plus grande perspicacité sur ce point qu'un certain nombre de théologiens de son époque. 1992, c'est d'une certaine manière la date que l'on pourrait considérer comme la réhabilitation officielle et définitive de Galilée. Je vous remercie. À très bientôt.